Voilà, donc c'est accepter cette réalité, c'est peut-être aussi mettre en place des dispositifs qui permettent de prendre soin les uns des autres, puisque pour avancer loin, il faut aussi que chacun reste motivé avec de l'engagement. Donc, il faut aussi ne pas nier l'impact psychologique, humain, impact sur les familles, impact sur les relations que tout cela a. Donc, peut-être qu'il y a tout un tas de dispositifs dont on pourra reparler tout à l'heure. Et puis, si cette crise peut avoir amené des opportunités, comment on les met en avant, comment on en parle, comment avec les collaborateurs, on met en place des processus de discussion, d'échange qui permettent de garder ce qui fonctionne, de garder des modes de fonctionnement plus optimales et d'ajuster notre fonctionnement pour l'avenir. Donc, il y a aussi cette idée de développer peut-être des modes de discussion, d'échange un peu différents avec nos collaborateurs, ou en tout cas, il y a une volonté de ne peut-être pas tout prendre seul dans notre coin. Donc, comment on va cultiver cette agilité dont l'entreprise a besoin, c'est certainement aussi des questions qu'on doit se poser avec une autre question qui va être l'employabilité, puisque nos compétences, nos ressources évoluent. On n'a pas besoin au même moment, en ce moment, de tout le monde en présentiel. Comment ça s'impacte sur les compétences? Qu'est-ce qu'on fait faire à nos collaborateurs quand on est en chômage partiel? Quelle est la sécurité qu'on peut leur appeler, de leur donner de la visibilité sur leur management? Donc, voilà un peu des thématiques qu'on va aborder aujourd'hui, et on les abordera sur du coup plusieurs angles: le juridique, l'expérience managériale et la formation. Voilà, donc pour cette rapide introduction, et ce que je souhaite aussi, c'est que vous ayez conscience qu'il est important de prendre soin de soi pour pouvoir accompagner pendant longtemps son entreprise et ses collaborateurs. L'enquête du MEDEF avait évoqué le fait que les dirigeants, les RH, avaient été particulièrement impliqués et sont encore particulièrement impliqués pendant cette période exceptionnelle. Et du coup, voilà, c'est toujours avoir en tête que pour aller loin, il faut ménager sa monture. Donc, voilà, prenez ce temps d'un peu de prise de hauteur parfois, d'un peu de temps de réflexion pour vous, pour mieux revenir auprès de vos équipes et les accompagner. Je vais donc maintenant, voilà, ne pas être trop longue. Je vous propose de passer la parole à Marion Cornu, donc, qui est avocate associée chez Fidal sur le département droit social, qui a donc une grande expérience du dialogue social, des négociations, du temps de travail, et qui du coup va avoir beaucoup d'éléments à nous donner sur le cadre juridique et puis sur peut-être ce dialogue social qui change aussi. Voilà. Merci Marion. Oui, merci. Donc bonjour à tous, merci Anne-Marie, bonjour à tous merci pour cette introduction plutôt. Alors c'est vrai que moi en tant qu'avocate, le défi que m'ont lancé Anne-Marie et Yann, c'est de poser en quelque sorte le cadre juridique dans lequel les entreprises aujourd'hui évoluent, et donc dans un contexte totalement inédit. Alors évidemment, cadre juridique, ça implique à la fois de rappeler les contraintes réglementaires qui pèsent aujourd'hui sur les entreprises, mais aussi d'évoquer les opportunités et les outils qui sont à disposition des entreprises pour gérer cette crise. Donc, dans un délai aussi court de 15-20 minutes, l'idée, c'est évidemment pas de rentrer dans le détail de chacun des dispositifs, parce que ce sont des dispositifs qui sont assez complexes en règle générale, et donc c'est pas l'idée. Ce matin, je pense que l'objectif qu'on peut se fixer, c'est au contraire de prendre de la hauteur de vue et de balayer ces différents outils, ces différentes contraintes, de les balayer pour justement essayer d'en avoir un peu une image globale et de se dire aujourd'hui quel est le cadre juridique dans son ensemble qui régit aujourd'hui la vie des entreprises, une fois encore dans un contexte totalement inédit. Alors, le thème de ce club RH, c'est la gestion des équipes. Moi, gestion des équipes, je pense qu'il y a deux sujets en réalité qu'il faut bien distinguer. Gestion des équipes, le premier sujet, je dirais, c'est quand même, ça fait écho à quelque chose qui ressort plus du management, la gestion de l'humain, donc plutôt tous les aspects RH en fait de la gestion du personnel aujourd'hui. Ça, c'est le premier point sur lequel on va s'attarder. Et le deuxième point, c'est plutôt la gestion des effectifs. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que les entreprises, pour la plupart, souffrent, ou en tout cas ont évidemment souffrent actuellement en termes d'activité de la crise sanitaire. Et on a en plus un point d'interrogation sur la durée de cette crise et sur l'avenir.
Et donc, comment est-ce qu'on arrive à adapter aujourd'hui, de quels outils on dispose pour adapter les effectifs à l'activité réelle de l'entreprise. Voilà, pour essayer de schématiser un petit peu la réflexion. Alors, sur le premier point, donc ça, c'est le slide que vous avez devant vous, que j'ai intitulé « Gérer les équipes ». Donc là, on est plus, comme je vous le disais, sur les aspects plutôt RH, en fait, par rapport au personnel qui est en place. Et de la même manière, je pense qu'on est dans une crise inédite dont on n'est pas sorti. Et donc, il y a une réflexion qui est à mener en 2 temps. Il y a aujourd'hui, dans la gestion immédiate, il y a des choses à faire, il y a des obligations qui s'imposent pour le personnel. Et en même temps, on sait que cette crise, elle va durer. On ne sait pas combien de temps, mais elle va durer. Et il faut préparer demain également. Et par rapport à ça, il y a des outils dont on va pouvoir parler, notamment l'accord de performance collective, qui est un outil juridique qui préexistait à la crise, mais qui retrouve aujourd'hui vraiment toute son importance par rapport à l'impact sur les organisations du travail qui sont induits par cette crise sanitaire. Alors, le volet, peut-être le volet le plus évident sur la... Non, alors je suis toujours sur la gestion, on va gérer les équipes. Le volet le plus évident, c'est le volet santé-sécurité. Vous connaissez tous l'obligation de sécurité de résultat qui repose sur les entreprises. Aujourd'hui, cette obligation de sécurité, elle se décline de manière vraiment inédite, puisque chaque individu est impacté dans l'entreprise et il appartient à l'organisation de protéger chaque salarié individuellement dans l'entreprise du coronavirus, qui est aujourd'hui, de par un décret, susceptible d'être qualifié de maladie professionnelle. Donc, comment est-ce qu'on organise la protection des salariés? Je ne vais pas rentrer dans le détail du protocole sanitaire, dont vous avez forcément tous entendu parler. Le protocole sanitaire, donc, il a été publié le 31 août, il a été actualisé le 17 septembre. Quels sont les points de vigilance, les points d'attention sur ce protocole sanitaire? Alors, vous allez voir qu'il y a un point important, d'ailleurs, qui se retrouve dans les différents dispositifs, c'est le dialogue social. Dans le cadre du protocole sanitaire, c'est un espèce de fil rouge un peu de cette réflexion, c'est de se dire aujourd'hui, les partenaires sociaux sont des interlocuteurs incontournables et ils le sont également sur ce volet sécurité. L'idée du gouvernement, c'est de dire c'est un élément essentiel, vos partenaires sociaux sont des acteurs, des interlocuteurs indispensables parce qu'ils connaissent la réalité de l'entreprise et les difficultés concrètes auxquelles vous pouvez vous retrouver. Et donc, c'est avec eux qu'il faut décliner ce protocole sanitaire. Et donc, concrètement, par exemple, ça peut être de dire comment est-ce qu'avec telle salle de réunion, quelle jauge je vais pouvoir poser pour respecter les règles de distanciation, la circulation piétonne, l'accueil du public, etc. Donc ça, c'est avec vos partenaires sociaux qu'il faut le faire. Et aujourd'hui, concrètement, le gouvernement qualifie cette obligation d'immédiate. Ce qu'il faut avoir fait aujourd'hui, c'est avoir adopté une note de service. Une note de service qui va venir décliner ce protocole sanitaire. Et cette note de service, elle doit être affichée et opposable aux salariés. Donc, selon votre effectif, plus ou moins 50 salariés, soit elle est considérée comme étant une adjonction au règlement intérieur et il faut, dans ces cas-là, la communiquer également au CSE et à l'inspection du travail. Et si vous êtes une entreprise de moins de 50 salariés, il faut l'avoir affichée dans les locaux. Donc ça, c'est un point important, évidemment, cette déclinaison du protocole sanitaire. Et l'enjeu de tout ça, c'est l'opposabilité. Je rappelle que le protocole sanitaire n'a aucune valeur juridique, il n'a aucune valeur réglementaire, aucune valeur législative, il n'a même pas été publié au journal officiel. Et pourtant, c'est un document de référence qui vous est applicable et qui s'impose à toutes les entreprises. Donc, il y a ce paradoxe, en fait, d'avoir un document sans valeur juridique qu'il faut pour autant appliquer. Et donc, l'enjeu, c'est l'opposabilité. Pourquoi? Parce que si un salarié refuse demain de porter le masque ou ne respecte pas les préconisations sanitaires, il faut pouvoir le sanctionner. Et pour cela, il faut que l'adaptation du protocole lui soit opposable. D'où l'importance d'adopter une note de service. Premier point. Deuxième point de vigilance, c'est que le gouvernement impose également, enfin le protocole sanitaire, vous impose une évaluation des risques professionnels. D'accord? Et cette évaluation des risques, si on distingue bien dans le protocole sanitaire, on vous dit immédiatement, il faut adopter une note de service et rapidement, il faut évaluer les risques.
Donc, sur cette notion de rapidement et d'évaluation des risques, j'attire votre attention sur le fait que l'assurance maladie a sorti avant-hier un outil qui est gratuit en ligne, qui est assez bien fait, parce que j'ai essayé de faire l'exercice hier. En fait, vous avez une quarantaine de questions auxquelles vous répondez, qui vous permettent de voir si vous avez bien ciblé les risques dans l'entreprise. C'est-à-dire, comme je le disais, la gestion des vestiaires, de l'accueil du public, la désinfection des locaux, tous les aspects en fait sanitaires. Et donc, vous avez une quarantaine de questions et à la fin, vous avez gratuitement la possibilité de télécharger un plan d'action. Voilà. Et on en vient un peu à la question du dialogue social, c'est-à-dire que vous avez un plan d'action qui peut être unilatéral, mais qui peut également prendre la forme d'un accord collectif. Moi, j'ai un client qui a pris la décision d'aller au-delà du protocole et de conclure avec ces organisations syndicales un accord collectif qui organise sur le long terme, donc qui refait le point sur l'évaluation des risques et qui organise sur le long terme la façon dont l'organisation du travail doit être repensée du fait de cette crise sanitaire. Donc voilà pour le premier point. Évidemment, je passe rapidement sur le volet sécurité, mais qui ressort de la gestion immédiate et qui, malgré tout, vous impose de réagir et pas juste d'appliquer comme ça le protocole sanitaire. Il faut vraiment se poser pour l'adapter et qu'il soit parfaitement adapté à la réalité de votre entreprise. Deuxième sujet d'actualité, dont vous avez tous entendu parler et sur lesquels vous avez forcément également réfléchi, qui est le télétravail. Alors, sur le télétravail, de la même manière, je pense qu'il faut se dire qu'il y a une gestion à chaud et une gestion plus sur le long terme. La gestion à chaud, c'est le fait qu'aujourd'hui, dans le protocole sanitaire encore, on nous dit et on nous explique que dans la mesure où ce télétravail permet aujourd'hui de protéger les salariés, il peut s'appliquer sans formalité particulière. Donc aujourd'hui, on est dans un mode de télétravail très souple. Et d'ailleurs, je constate que chez mes clients, beaucoup ont un peu zappé la question de l'indemnisation, des frais fixes et variables, etc. Donc, on a mis en place du télétravail dans l'urgence, sans formalité particulière. Pour autant, on sait que c'est une organisation qui est aujourd'hui dérogatoire et il faut réfléchir au télétravail dans un contexte normal d'activité. Et je pense que c'est très important aujourd'hui pour les entreprises de se poser et de repenser les bénéfices du télétravail pour l'entreprise en termes de productivité, de souplesse, de flexibilité, et pour les salariés en termes de santé, en termes d'équilibre vie privée, vie professionnelle, en termes d'organisation du travail, d'autonomie, de responsabilisation et de productivité également. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté quand même, et c'est ce qui m'a été remonté, qu'il y a aujourd'hui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, encore beaucoup de freins au niveau de la culture, au niveau des directions notamment, et aussi un peu du management intermédiaire. Il y a aujourd'hui de grandes réticences quand même à déployer le télétravail. On est encore quand même sur des organisations qui n'ont pas complètement assimilé ou accepté, on va dire, le déploiement du télétravail. Donc il y a encore des freins, sûrement d'ailleurs pour partie légitimes, mais il y a encore des freins. Et donc le dialogue social, une fois encore, retrouve toute son importance. Poser le constat de cette gestion à chaud, parce qu'on a fait du télétravail dans des circonstances totalement dérogatoires, puisque pour partie, les salariés avaient les enfants à la maison, etc. Donc, il faut reposer le télétravail et réaborder des sujets qui ont été un peu occultés, à savoir quel formalisme, est-ce qu'on part sur une charte unilatérale, est-ce qu'on part sur un accord collectif. Dans tous les cas, il faudra associer les partenaires sociaux, une information consultation ou une négociation le cas échéant. Et quel formalisme individuel. Je rappelle que l'ANI de 2005 est encore en vigueur et que donc on peut se poser la question quand même de l'accord express du salarié en cas de télétravail régulier. Donc il y a des questions de formalisme à poser. Des questions assurantielles. Aujourd'hui, je vois bien que les entreprises ne se sont pas préoccupées du régime d'assurance, de la conformité des lieux à domicile pour pouvoir travailler correctement. La question également de l'indemnisation, je le disais, l'indemnité d'occupation. On sait qu'il y a une obligation d'indemniser le salarié du fait qu'il travaille à domicile. Et là-dessus, il y a des règles. Voilà. Et également, la question, évidemment, et ça on y reviendra, donc je passe, mais la question des risques psychosociaux associés, de l'isolement, de la difficulté éventuellement de travailler à domicile et du management à distance. Les managers, les salariés n'ont pas été formés à travailler, à manager à distance. C'est un exercice difficile
Et là-dessus, il faut également une réflexion. Donc, sur le télétravail, et j'ai terminé sur ce point, les points d'attention, c'est on a une gestion à chaud qui n'est pas la réalité, en tout cas si on se projette sur le long terme. Il faut reposer la question du télétravail et réfléchir dans quel cadre juridique on va déployer sur le long terme avec les populations éligibles, etc., le télétravail. Je regarde le timing. Sur préparer l'avenir, un outil extrêmement important, l'accord de performance collective, qui, une fois encore, a été créé en 2017 et qui faisait suite à tout un ensemble de dispositifs qui n'ont pas marché, qui ont été l'accord de maintien dans l'emploi, l'accord de la PDE, enfin, il y a eu plein d'acronymes possibles, toute une sorte de dispositifs, mais aucun n'a fonctionné. La nouveauté de l'accord de performance collective, et ce qui le distingue des dispositifs antérieurs, c'est le fait ce n'est pas un outil de régulation des effectifs. Et vous n'avez pas l'obligation de connaître des difficultés économiques. Et si on fait le lien avec la crise que l'on connaît aujourd'hui, on sait que les organisations sont aujourd'hui impactées, inévitablement. Le fonctionnement de l'entreprise est impacté de manière durable. Et cet accord de performance collective, il vous permet, sur 3 sujets majeurs de l'entreprise, que sont la durée du travail, la rémunération et la mobilité géographique ou la mobilité professionnelle interne, sur ces 3 sujets majeurs. Et donc, ça peut recouvrir la question effectivement du temps de travail, de la rémunération variable des commerciaux. Enfin, il y a plein de sujets en fait, qui peuvent venir se greffer dans ces 3 grands thèmes. Ça vous permet, sous réserve que vous puissiez conclure un accord collectif, donc là on revient encore une fois sur le dialogue social et l'importance du dialogue social, si vous parvenez à convaincre vos partenaires sociaux de signer un accord collectif, dans ces cas-là, les dispositions prises par l'accord collectif vont venir se substituer aux clauses du contrat de travail. C'est un outil totalement dérogatoire à tout ce qu'on connaît en droit du travail, puisque le principe, vous le connaissez, c'est que toute modification du contrat doit être acceptée de manière expresse par le salarié. Pas en cas de conclusion d'un accord de performance collective, où là, la modification s'impose à tous les salariés concernés. Le salarié peut refuser la modification, mais dans ces cas-là, donc il a un délai d'1 mois pour refuser, et dans ces cas-là, l'entreprise a la possibilité de rompre le contrat avec un motif qui n'est ni économique ni personnel. C'est un motif sui generis créé pour l'accord de performance collective et qui a une cause réelle et sérieuse. Donc on est quand même sur un outil extrêmement novateur. Pour vous faire un peu un bilan de cet outil, à mi-2019, les chiffres que j'ai trouvés, on avait 150 accords qui avaient été conclus. Donc c'était mieux que les dispositifs précédents, mais c'était encore assez faible. On voit que c'est un outil qui monte en puissance et c'est un outil auquel il faut s'intéresser parce que ça peut permettre éventuellement une renégociation du pacte social dans l'entreprise pour les entreprises pour lesquelles ce serait nécessaire. En fait, qui seraient confrontées à des difficultés économiques, mais pas forcément, également à des problématiques de compétitivité, de gestion des compétences à l'avenir, etc. Donc cet accord de performance collective, c'est un outil auquel il faut s'intéresser. Ensuite, il y a juste une ligne, j'en dis un mot sur, parce que c'est la question de la professionnalisation de la fonction RH. Moi, c'était un point d'attention que je voulais faire, de dire aujourd'hui, il faut préparer l'avenir. Évidemment que vous êtes extrêmement sollicité pour gérer l'immédiat, parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer. Mais il faut aussi tirer les conséquences. Les populations, le personnel, les équipes ont été éprouvées par la crise. Et aujourd'hui, le gouvernement a souhaité aider les TPE-PME, donc les moins de 250 salariés, en cofinançant éventuellement l'aide par un consultant RH. C'est-à-dire que les TPE-PME, c'est un dispositif qui existe depuis 2016 et qui a été assoupli. Aujourd'hui, vous avez jusqu'à la possibilité de recourir à un consultant RH qui va vous aider à professionnaliser la fonction RH dans l'entreprise et vous pouvez être aidé jusqu'à 15 000 €, à hauteur de 15 000 €. Donc c'est un dispositif où, en gros, qui peut être d'ailleurs soit individuel dans le sens une seule entreprise concernée ou plusieurs entreprises concernées. Et le consultant RH peut vous aider à agir sur énormément de leviers, c'est-à-dire l'organisation du travail, la gestion de la crise Covid, le dialogue social, l'intégration, le recrutement. Et donc ça recouvre, quand vous regardez, des thèmes aussi riches que la transition numérique, la transition écologique, la RSE, la discrimination, toutes ces thématiques RH, en fait, vous avez la possibilité aujourd'hui
sous certaines conditions, mais qui ne sont pas très restrictives parce que les consultants n'ont plus besoin d'être référencés. Il faut une convention entre l'entreprise et la directe. Voilà pour ce dispositif qui concerne les TPE, PME. Et plus globalement, pour toutes les entreprises, moi, je voulais juste dire que ça peut être intéressant, justement parce que les équipes sont aujourd'hui éprouvées, de penser QVT. Quand on pense qualité de vie au travail, on pense souvent… Alors, c'est vrai qu'une des briques de la QVT, c'est l'organisation du travail et donc le télétravail. Donc, évidemment que le télétravail est une des briques de la QVT. Mais plus globalement, à une époque où justement, comme le disait Anne-Marie, les liens ont été éprouvés, la QVT peut permettre de réfléchir aux dispositifs de communication, d'intégration, le bien-être au travail, toutes ces questions de qualité des informations, qu'est-ce qu'on met comme matériel à disposition. Il y a énormément de questions en fait qui gravitent autour de la QVT. Et ça peut être intéressant aujourd'hui de justement se dire, ça pourrait paraître paradoxal, mais se dire c'est justement parce qu'on est en crise qu'on va remettre ce sujet sur le tapis pour rassurer aussi les équipes en place et se dire qu'on a une vision long terme de notre dialogue social et de la gestion des équipes. Voilà, donc ça c'était le cœur du sujet. Je vais passer, peut-être Yann, si tu peux passer au slide d'après qui est gérer les effectifs. Je voulais surtout insister sur la gestion des équipes parce que c'était quand même le cœur du sujet aujourd'hui. Maintenant, je suis obligée évidemment de dire quelques mots et je regarde l'horaire, 9h02, j'ai encore 2-3 minutes pour vous parler de la gestion des effectifs, c'est-à-dire, alors, il y a un constat aujourd'hui, c'est que certaines entreprises se portent bien, c'est vrai, il y a des entreprises qui ont réussi, de par leur activité finalement, à profiter entre guillemets, et c'est tant mieux pour elles en fait, à profiter entre guillemets de la crise. Il y en a d'autres qui se portent mal, voire très mal, voire qui sont à l'arrêt. Donc aujourd'hui, la question du cadre juridique, c'est quand même comment est-ce que je peux aujourd'hui adapter mes effectifs à mon besoin. Alors, première bulle, hein, qui est l'activité partielle longue durée. Donc, vous savez que c'est un dispositif qui vient d'être adopté par le gouvernement. C'est un peu la continuité de l'activité partielle, évidemment, mais avec un angle un peu différent. On est ici sur l'adaptation des effectifs, mais pour essayer de garder nos effectifs. On sait, ou en tout cas on se dit que l'activité va reprendre à un moment donné. On veut garder notre savoir-faire, on veut garder nos compétences, on ne veut pas forcément se séparer des salariés. Et donc ce dispositif est là pour permettre de réduire l'horaire de travail, pour avoir un soutien évidemment de l'État, puisque c'est le même mécanisme que l'activité partielle, hein. On va verser une indemnité aux salariés à hauteur de 70% de la rémunération brute. Et l'entreprise, elle, va percevoir une allocation de la part de l'État à hauteur de 60%. Donc, on est sur le même mécanisme. Grande différence, c'est l'engagement de maintien dans l'emploi, où l'entreprise doit s'engager. Alors, et il faut signer un accord collectif, ou alors, si on est couvert par un accord de branche, donc toujours le dialogue social, on peut éventuellement le mettre en place de manière unilatérale, mais on a aussi un formalisme qui s'impose, et pour une durée maximale de 24 mois. Donc cet accord, cet APLD, il faut y penser si on pense, si on est confiant sur le fait que l'activité reprendra et que donc on peut éventuellement essayer de garder nos effectifs pour le rebond. Après, les questions se posent aujourd'hui de savoir est-ce qu'on peut combiner ça avec un PSE, donc c'est pas impossible, donc ça c'est des questions qui se posent. Et en tout cas, on sait qu'on peut pas mettre sur l'activité partielle ancien dispositif les mêmes populations qu'en activité partielle longue durée. Donc il y a quand même toute une réflexion sur la combinaison des dispositifs qui est à réfléchir. 2 mots sur la RCC, je suis désolée pour tous ces acronymes un peu barbares là, sur la rupture conventionnelle collective. C'est juste un petit flash de rappel sur le fait que avec la RCC, on est sur un dispositif où de la même manière, on n'est pas sur des départs contraints, on n'est pas sur des licenciements économiques, c'est un autre dispositif qu'il faut privilégier si on est, donc il n'y a pas non plus de conditions d'effectif, comme pour la PLD, il n'y a pas de conditions d'effectif. On est sur un dispositif auquel il faut recourir si on se dit que finalement, on ne veut pas de licenciement contraint, on veut privilégier du volontariat au départ. Donc là, il vous faut un accord collectif, hein, toujours vos partenaires sociaux, il faut un accord collectif et vous avez un contrôle assez important de l'administration. Mais c'est un dispositif qui vous permet éventuellement, qui est une alternative, on va dire, à la dernière brique. Donc je passe rapidement sur ces dispositifs qui mériteraient tous des développements très longs, hein, mais c'est juste pour une fois encore se rappeler un peu ce qui est les outils qui sont à disposition. La dernière brique, c'est les licenciements, donc PSE ou pas en fonction des effectifs et du nombre de suppressions d'emplois concernés. Donc
Aujourd'hui, pour vous faire un retour un peu terrain, on a le sentiment que les entreprises, donc on commence à être interrogé sur des dispositifs de restructuration. C'est vrai. On n'est pas encore complètement dedans. Moi, je pense que les entreprises sont en train de réfléchir aujourd'hui. Il y a quand même une forme d'incertitude sur l'avenir et donc c'est pas forcément évident de savoir s'il faut ou non restructurer et à quel niveau restructurer. Voilà, avec évidemment tout ce que ça implique comme contrainte, à la fois de procédure et comme coût, donc que sont les licenciements pour motif économique. Voilà, j'ai essayé de respecter à peu près le timing pour, on va dire, une picture à peu près, enfin, pas exhaustive, mais en tout cas sur les principaux points d'attention de vigilance, avec toujours un fil rouge qui est le dialogue social, et puis la nécessité de se projeter aussi sur le moyen long terme. Merci beaucoup Marion, c'était vraiment très intéressant cette synthèse que vous avez fait en très peu de temps de nous permettre de retracer tous ces dispositifs et de prendre de la hauteur. Et moi, je retiens comme vous l'importance du dialogue social avec nos partenaires sociaux, mais nous allons le voir aussi là dans notre deuxième séquence, peut-être avec nos équipes, nos managers, nos équipes. Donc ça, c'est vraiment un sujet de relations, de discussion, d'échange, de consensus peut-être, hein, un souhait plus fort de consensus. Et je retiens, et on en parlera peut-être avec nos acteurs juste après, aussi cette problématique en lien avec le télétravail qui rebouscule un petit peu nos modes de management et peut-être de passer un peu de cette habitude que nous avions du contrôle, hein, d'avoir les collaborateurs sur les yeux pour savoir ce qu'ils faisaient et puis de donner des directives un petit peu plus à la tâche, avec un management plus orienté responsabilité, objectif. Est-ce que nous sommes à l'aise effectivement avec cette capacité à manager par l'objectif et la confiance a priori? Voilà, c'est peut-être ça qui du coup bouscule aussi qui remet un peu en cause notre manière de manager. Voilà, donc je vais accueillir sur cette deuxième partie du coup Isabelle Gobin qui est responsable RH chez Tipiak Épicerie. Et puis Sébastien Payen, qui est directeur associé au Carré des Délices. Voilà, donc deux expériences différentes. Une RH dans une entreprise, elle va l'expliquer, qui a beaucoup travaillé pendant la crise encore et encore aujourd'hui. Et puis Monsieur Payen, qui a été confronté dans le monde de la restauration aussi à un arrêt brutal pendant quelques mois. Donc du coup, je vais vous proposer de dialoguer et de faire connaissance. Voilà, donc premièrement, est-ce que chacun d'entre vous, à tour de rôle, peut-être Isabelle en premier, pouvez vous présenter rapidement votre entreprise, votre activité et nous expliquer comment vous avez géré avec vos équipes cette période du confinement, hein, avant la reprise. Voilà. Donc, je suis responsable ressources humaines chez Tipiak Épicerie. Donc, c'est une des filiales du groupe Tipiak, basée à Saint-Aignan-de-Grandlieu. L'effectif est de 170 salariés, dont 150 sur le site et on va dire la moitié en production. Donc, effectivement, notre activité de fabrication et conditionnement, nous sommes sur les accompagnements céréaliers et les aides pour cuisiner. Pendant le confinement, on n'a pas vécu de baisse. Au contraire, on a eu une grosse augmentation des ventes, puisque vous l'avez constaté, dans les grandes surfaces, ça a été la ruée. Et nos produits étant des produits secs, ont connu donc un engouement pendant cette période-là. Donc, il a plutôt fallu faire face à un pic d'activité. Donc, nous n'avons pas connu d'activité partielle pour la partie production. Seuls nos commerciaux, qui étaient donc nos chefs de secteur qui doivent intervenir en grande surface, étaient concernés par l'activité partielle jusqu'au 11 mai à peu près. Donc, ça a été cette période-là. Et puis donc, production maximale et 44 personnes sont parties en télétravail. Donc, quasiment du jour au lendemain. Donc, notre service informatique a été extrêmement réactif. Voilà ce qui s'est passé là tout de suite pendant le confinement. D'accord. Avec peut-être comme vous avez gardé vos équipes de production, des implications très fortes de votre part aussi sur rassurer sur les problématiques sanitaires, ou ça a été ce point-là, en fait, de faire que nos collaborateurs restent travailler? Alors, je pense que dans l'agroalimentaire, les problématiques sanitaires sont déjà intégrées. On n'a pas découvert le lavage des mains, ni le gel hydroalcoolique, ça existait déjà.
Donc, ça a été plus des rappels. Il y a effectivement des personnes qui étaient dans l'inquiétude, mais ça n'a pas impacté. On n'a pas eu d'absentéisme par rapport à ça. On n'a pas eu de malade. Donc, c'est vrai que je dirais que la période du confinement n'a pas été la plus compliquée. Les gens étaient présents, engagés. Et puis, des messages effectivement du gouvernement qui indiquaient l'importance de l'agroalimentaire. Donc, je pense que cette période de confinement a plutôt été bien vécue au sein de l'entreprise. Merci pour cette expérience. Très bien. Et je vais demander du coup à Sébastien Payen de prendre la parole, de présenter le Carré des Délices et cette période particulière pour vous du confinement. Alors Sébastien, on ne vous entend pas. Oui, il faut que vous allumiez votre micro. J'ai mis le micro, oui, excusez-moi. Voilà, donc bonjour à tous et merci pour ce temps. Le Carré des Délices est donc un traiteur événementiel. On est situé au Sorinière, dans une zone d'activité. L'entreprise, en équivalent temps plein, c'est 27 personnes, mais notre particularité avec une saisonnalité forte de notre activité, c'est qu'on est 15 permanents et 12 intérimaires à temps plein à l'année. Alors, on a une activité qui est en partie sur des mariages, un tiers de l'activité, enfin 30% de l'activité, c'est des mariages. On en fait une centaine dans l'année. Et puis, 70% de l'activité, en fait, ce sont des entreprises, des institutions, à travers des congrès, des conventions, etc. Nous, quand la crise est arrivée, on a fait notre dernier événement à 800 personnes au Parc Expo de la Beaujoire le vendredi précédent le début du confinement du mardi. Et puis là, c'était l'arrêt complet. L'arrêt complet pendant le confinement, mais qu'on a prolongé ensuite jusqu'au 10 juillet. C'est-à-dire qu'en fait, quand le déconfinement est arrivé, on aurait eu le choix de recommencer un tout petit peu, mais compte tenu de la structure et des frais fixes que l'on a, c'était pas très intéressant de faire quelques plats emportés comme des restaurants ont pu le faire. On en a eu pour 5 000 € de demande. Enfin, c'était beaucoup plus cher de se remettre au travail que de rester confiné et en chômage partiel à la maison. Voilà. Alors, sur l'ensemble de la période du 15 mars jusqu'au 30 septembre, on a une chute de chiffre d'affaires qui est de 83%, donc qui est importante, et qui va aller en s'aggravant, puisqu'en fait, avec les nouvelles mesures que le gouvernement a prises mercredi de la semaine dernière, qui interdit des mariages à plus de 30 personnes, c'est la seule chose qui nous restait. Les entreprises font très peu d'événements aujourd'hui. Et bien en fait, on va avoir un chiffre d'affaires sur le mois d'octobre à 3 000 €, ce qui représente rien du tout. Enfin, voilà. Alors, comment est-ce qu'on a vécu ça? Ce que disait Isabelle, moi je rejoins un petit peu, c'est-à-dire que les mesures sanitaires, on n'a pas découvert du jour au lendemain, ça c'était quelque chose qui existait déjà. Par contre, on a mis dans notre mode de fonctionnement une veille spécifique, évidemment, comme tout le monde, sur les mesures gouvernementales qui sortaient pour s'adapter au fur et à mesure. Et pour que, en fait, on soit au niveau de l'affichage, au niveau des notes de service dont parlait Marion tout à l'heure, qu'on soit raccord avec ce que disait le gouvernement et que l'information soit tout de suite diffusée et qu'il n'y ait pas de malentendu sur les règles à appliquer. Une chose aussi importante, c'est que dès le début de ce confinement, enfin en fait le vendredi qui a précédé, j'ai réuni l'entreprise pour leur expliquer une première chose, c'est qu'en fait on était entre deux périodes. Une période de très forte activité, nous on pensait terminer l'année à plus 15, enfin, on était vraiment sur ce niveau-là. Et donc on quittait une période de très forte activité et on était dans l'attente d'une reprise d'activité. Et qu'entre les deux, l'entreprise n'allait pas s'arrêter, mais elle allait continuer doucement, beaucoup plus doucement, mais qu'en fait, on continuait à être en mode travail, mais avec du chômage partiel. Voilà. Donc ça, c'était un premier message qu'on a fait passer. Deuxième message qu'on a fait passer, c'est qu'on était dans notre situation actuelle en lien avec les personnes qui nous ont précédés depuis 15 ans et celles qui vont nous succéder peut-être dans 15 ans. Alors la question, c'est de dire simplement que si aujourd'hui l'entreprise peut continuer à survivre, c'est qu'on a pu faire quelques réserves et que ça, c'est le fruit du travail des gens qui nous ont précédés. Donc, on a une solidarité avec ces gens-là. Mais notre manière de se comporter et de vivre notre travail aujourd'hui, ça va préparer l'avenir pour les gens qui vont nous succéder. Donc, on est dans une chaîne, en fait. On n'est pas tout seul.
On n'est pas tout seul entre nous, on n'est pas tout seul avec les gens qui nous ont précédés, qui vont nous succéder, et puis on n'est pas tout seul dans un univers économique, professionnel et dans un univers privé. Donc rappeler en fait l'importance de la relation et de rappeler aussi une de nos convictions profondes qui est que l'entreprise n'est pas d'abord un lieu de création de richesse et n'est pas un centre de profit en premier lieu, c'est d'abord un lieu de création de relations entre des personnes dans un cadre de travail. Donc en fait, notre première finalité, elle est liée en fait à une notion de gratuité, une gratuité de la relation entre les personnes dans l'entreprise. Et bien sûr, l'entreprise ensuite a des fonctions qui vont être des fonctions de création de valeur, qui peuvent être des créations de valeur financière, création de valeur humaine, création de valeur maturité, etc. Donc, c'est pas parce qu'il y a une des créations de valeur qui est mise en difficulté que la finalité doit changer. Par contre, il faut en tenir compte pour le quotidien. Voilà, donc ça, c'était le premier grand message qu'on a pu faire passer à nos équipes. Super. Écoutez, là, du coup, vous nous avez déjà dévoilé l'importance de pouvoir s'ancrer dans ces moments difficiles sur des valeurs, une ambition forte, une entreprise qui a une vision. Et ça, c'est quand même un élément important pour passer les crises, les caps, de pouvoir partager des mêmes valeurs. Peut-être que Isabelle, c'est aussi, est-ce que est-ce que vous avez eu des changements? Ben non, a priori, entre ce que vous avez vécu pendant les mois d'hyperproductivité et cette rentrée. Est-ce qu'il y a des impacts, on va dire, un peu différents? Est-ce que vous avez des changements d'organisation dans maintenant la normalité qui revient ou pas dans ce qui vous concerne? Et quel lien vous faites peut-être avec vous aussi, vos valeurs d'entreprise qui vous ont peut-être porté pendant cette période? Alors, je pense que ça a déjà commencé le post-confinement. Il faut que le post-confinement ait finalement été plus difficile que le confinement, puisqu'il y avait un retour de façon progressive au bureau. Et puis des personnes qui, ayant connu l'expérience du télétravail, étaient vraiment en frein pour retrouver le présentiel. Pour plein de raisons, hein. Je pense qu'il y avait l'inquiétude, il y avait aussi, je pense, un certain confort à ne pas se déplacer. Donc, quand Sébastien parle effectivement que l'entreprise est un lieu de création de relations, je le rejoins complètement. Et le télétravail nous a fait vivre deux histoires en fait. Ceux qui étaient présents sur le terrain avec l'intensité de l'activité, et puis les personnes qui étaient isolées chez elles en télétravail. Et c'est ça, je pense que l'enjeu, c'est effectivement de retrouver ce collectif. D'où, dès juillet, le souhait était de faire revenir tout le monde en présentiel. Bon, finalement, avec les congés, c'était assez facile puisque la jauge, chacun était dans un bureau au final. Et puis, c'est là de retrouver un collectif. Même si nos pratiques n'ont pas été complètement bousculées, il y a bien des choses qui ont perduré. C'est juste le moyen qui était différent. Effectivement, la visio a pris beaucoup plus d'importance et de place, alors qu'avant, je pense qu'on s'y intéressait pas spécialement. Et même, je pense qu'on se disait que ça ne fonctionnait pas, qu'on avait besoin absolument d'être en face à face. Donc, c'est plutôt des ajustements dans nos méthodes. Mais nos rendez-vous sont les mêmes, nos enjeux sont les mêmes. C'est juste, on va dire, les moyens d'y parvenir sont un peu différents. Très bien. Est-ce que vous avez senti dans cette période, voilà, il y a eu la motivation, mais est-ce que le management, vous avez senti que ça avait été peut-être plus difficile ou à l'aise avec l'embarquement des équipes, aussi bien quand il y avait beaucoup de production à mener que quand il fallait ramener les collaborateurs au travail? Est-ce que le management s'est senti très impliqué? Est-ce qu'il a eu des armes pour vivre cette période? Alors, je pense que c'est pas, comment dire, c'est pas général à chaque service. Je pense que c'est propre à l'individu. Donc, c'est au manager, effectivement, de rattraper le collaborateur avec lui son expertise de manager, quoi. Donc, on n'a pas eu une méthode unique. Je pense que chaque manager a su faire avec sa sensibilité. Mais il y a eu quand même un mot d'ordre de la direction, se dire on retrouve le collectif, et c'est ce sur quoi se sont appuyés les managers pour effectivement retrouver le présentiel. Mais ce que je vous dis, juillet-août a bien facilité les choses puisque la période des congés a permis de respecter la jauge qu'on avait instituée dans les bureaux. Très bien.
Monsieur Payen, est-ce que vous voulez, donc on a bien compris que là finalement, pour vous, la crise et la situation difficile, l'incertitude et la complexité se poursuivent. Vous êtes ancré sur des fortes valeurs et sur une ambition qui, elle, ne change pas. Mais est-ce que dans les modes de management, alors c'est une petite équipe, hein, mais est-ce que vous avez dû remettre un peu un accent sur quelques pratiques en fait managériales particulières? Bah, disons que oui, on est beaucoup plus petit que nos amis de Tipiac et en même temps, on a déjà du management intermédiaire, ce qui fait qu'effectivement, c'est un rouage qui est extrêmement essentiel parce que on peut vite perdre l'information, on peut vite se retrouver avec une situation de blocage. Une chose, nous, en tout cas, qu'on a mis en place tout de suite, ça a été d'expliquer que, compte tenu de la faible activité, on aurait une polyvalence des équipes qui serait beaucoup plus forte. Et je pense notamment à des cuisiniers qui ont eu une expérience de service par le passé, qui du coup ont été sollicités pour refaire du service. Sur des week-ends où normalement on a 4-5 mariages, quand on se retrouve avec un seul mariage et qu'en plus c'est un mariage qui tombe à moins de 100 personnes, on peut tout faire en interne parce qu'on a l'effectif. Après, il faut simplement que les gens acceptent de s'y mettre. Donc ça, on en a pas mal parlé ensemble. Et le fait d'en parler ensemble, ça a rendu assez simple la solution. Et aujourd'hui, on a des gens qui en interne sont capables de faire on peut faire des prestations de mariage intégralement en interne, alors qu'auparavant, on avait des besoins d'extra pour compléter nos maîtres d'hôtel. Voilà. Mais je dirais que c'est pas sorti du chapeau spécial Covid, c'est-à-dire qu'on a eu des questionnements dans d'autres crises, et ça, on a pu le rappeler aux équipes, ce qui fait que ça dédramatise un petit peu Covid. Alors, je prends deux exemples concrets. Quand on a repris la boîte il y a 15 ans, c'est une entreprise qui était en difficulté, une entreprise qui perdait de l'argent. Et il a fallu mettre une stratégie en place. La stratégie, ça a été pour nous de dire, essayons de comprendre ce que les gens dans l'entreprise aiment fabriquer, ce qu'ils aiment faire, et allons chercher une clientèle qui corresponde, plutôt que de couper des branches d'un arbre malade. Vous voyez, donc ça, c'est une première chose. Un deuxième exemple, c'est il y a 4-5 ans, on a eu une dégradation de la marge qui a duré pendant 2 ans et demi. Et comme on sort des comptes de résultats tous les mois, on voyait cette marge se dégrader. Et notre réaction face à ça n'a pas été de dire on met la pression sur tout le monde, parce qu'on savait que les gens étaient impliqués. On avait fait faire un audit RH notamment. Donc notre réaction a plutôt été de se dire faisons des petits sondages ponctuels pour essayer d'avoir un diagnostic fin, en plus du diagnostic macro qui est de dire la marge se dégrade. Et le jour où au bout de 2 ans et demi, on a compris d'où ça venait, on a mis un indicateur en place qui fait qu'en fait, on est remonté de 10%, enfin, ce qui est en fait considérable. C'est le résultat qui remonte de 10%. Je précise qu'en fait, on n'a jamais perdu d'argent, même dans ces années où on a perdu de la marge. Vous voyez, on a vu la marge se dégrader, mais ce qu'on essaie de faire passer comme message à nos managers et à l'entreprise en général, c'est de dire, face à une situation de crise, on est tous face à nos peurs, on a légitimement des inquiétudes, c'est normal. Et après, la difficulté, c'est de ne pas confondre sa peur et son vertige. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous êtes dans un téléphérique entre deux montagnes, il y a des gens qui ont le vertige, d'autres qui ne l'ont pas. Ceux qui l'ont ne doivent pas confondre leur vertige avec la peur d'atteindre l'autre côté du versant. Parce qu'en fait, on sait que le fil est là, même s'il est au-dessus de notre tête et qu'on ne le voit pas, et que même si on n'a rien au-dessus de nos pieds parce que c'est le vide, on a la conviction qu'à 98%, on va y arriver. La seule raison qu'on va y arriver, c'est que le fil lâche. Vous voyez, tout est possible, mais c'est peu probable. Donc, pas confondre le risque des 2% avec les 98% de chances de s'en sortir. Voilà. Et ça, c'est des choses qu'on nourrit dans un dialogue. Et puis ensuite, dans le concret, un exemple très concret qui nous est arrivé en septembre, on avait le responsable du poste chaud qui, lui, avait beaucoup de travail et qui, en fait, à un moment donné, vient me trouver en me disant moi, il me faut des intérimaires absolument, j'y arrive pas, je suis débordé au chaud. Et bien là, la réaction toute simple à faire, c'est de réfléchir avec lui pour savoir s'il porte bien ses paquets, vous voyez, s'il porte bien sa charge. Et on est arrivé à la conclusion qu'en fait, c'est pas qu'il était débordé, c'est qu'en fait, il avait du mal à demander de l'aide aux autres, qui en fait, en fin de journée, étaient déjà en train de faire le nettoyage de leur poste de travail, alors que lui n'avait pas terminé, et qu'il le vivait mal. Il considérait que c'était à eux de lui proposer de l'aide,
Et en fait, eux, pour X raisons, ne s'en rendaient pas compte. Alors, est-ce que c'était intentionnel ou pas, je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, c'est qu'à la fin de cet entretien, il me dit, bon, bah, je vais prendre mon courage demain, et c'est moi qui vais aller leur expliquer que j'ai vraiment besoin d'eux. Et du coup, la relation a été renouée, et du coup, le travail a pu se faire sans recours à de l'intérim. Vous voyez, donc en fait, la réussite de la relation rejaillit en solutions concrètes pour le travail, et puis pour éviter un préjudice financier plus grand pour l'entreprise. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres exemples. C'est très intéressant. Vous avez beaucoup d'illustrations d'un management assez mature et qui vraiment porté par des valeurs, par un sens, une ambition d'entreprise qui s'intègre effectivement sur des tas de petits exemples que vous aviez déjà fait avant la crise. Donc, c'était peut-être plus, ça n'a pas été pour vous en termes de style managérial. Je comprends que ce n'est pas une rupture. Vous allez continuer à être comme vous vouliez être, hein, comme vous portiez les valeurs. Et simplement, effectivement, ça a pris du sens sur les petits exemples, la capacité d'agilité, d'aller regarder chaque chose et de ne pas généraliser dans le catastrophisme et dans les peurs. Donc, d'être vraiment dans chaque situation en faisant preuve d'agilité, d'adaptabilité et expérience que vous aviez déjà menée depuis pas mal de temps finalement. Mais si je peux me permettre pour compléter, un point qu'on n'a pas évoqué, c'est la relation avec les clients. Parce que nous, si vous voulez, on peut vivre un sentiment d'inquiétude et puis qui, pour certains, peut parfois être se changer en panique. Et c'est finalement, avec des collaborateurs, on peut le gérer assez facilement parce qu'on est quand même, on se connaît bien. Voilà, on se connaît bien, on partage une partie de notre vie 8 heures par jour. Pour les clients, c'est différent. C'est-à-dire qu'ils comptent sur nous. Et en même temps, ils sont organisateurs de leur événement. Juridiquement, ils sont les premiers responsables de tout ce qui se passe chez eux. Hein. Enfin, c'est-à-dire que nous, on est finalement que prestataires. Et pourtant, on a un rôle de conseil vis-à-vis d'eux. Et là, on a quand même un décodage à faire vis-à-vis de nos clients. Et on a un travail à faire avec les personnes qui sont en lien commercialement avec les clients pour savoir comment leur parler. Comment en même temps leur dire, voilà, la règle, voilà quelle est-elle. Voilà vous, où vous en êtes aujourd'hui dans votre organisation d'événements. Voilà comment est-ce qu'on pourrait faire et comment est-ce que vous, mon client, vous voyez la chose. Voilà, et qu'on rentre dans un dialogue avec eux pour construire une solution avec eux. Vous voyez, et ça, c'est fondamental. On a constaté depuis que cette crise est commencée que les clients quand même étaient assez, d'une certaine manière, assez empathiques. Et en même temps, on voit depuis la semaine dernière que pour certains, ça devient très compliqué parce que quand le ministre de la Santé, un mercredi soir, annonce pas de mariage au-delà de 30 personnes et puis que monsieur et mademoiselle se marient le samedi dans 3 jours, ils appellent le jeudi en panique et en pleurs. Hein, vous voyez, et quand ensuite, nous, à 11h le jeudi, on a la préfecture au téléphone, cabinet du préfet, et qu'on nous dit, écoutez, le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas plus informé que vous et on ne sait pas comment ça s'applique. Là, vous vous dites, il ne faut pas que la Chine nous attaque demain parce que Macron va lever la main en disant, écoutez, on est désolé, mais on a besoin de 15 jours pour réfléchir à comment on va s'organiser. Vous voyez, enfin, aujourd'hui, curieusement, il n'y a pas un chaînage sur des choses essentielles entre le ministre, le préfet et puis du coup les professionnels. Vous voyez, c'est ça en fait qui nous impacte le plus. Et du coup, ça crée la désorganisation, ça crée le fait que les gens sont inquiets et ça crée le fait que derrière, personne ne veut se lancer et que les gens ne savent pas quel est le risque juridique pour eux. Donc là-dessus, on a vraiment un effort de communication à faire, nous, avec nos équipes qui vont être en relation avec les clients. Voilà, et c'est là-dessus qu'on travaille le plus finalement. Ouais, donc on voit bien que cette qualité de la communication, du dialogue, que ce soit avec les clients, nos autorités, préfectures, relations directes, vos managers, c'est vraiment le sujet et j'imagine que les gens qui nous écoutent, voilà, c'est très parlant pour eux parce que c'est ce qu'ils vivent, quoi, être le dialogue avec tout le monde, y compris les partenaires sociaux. Donc c'est vraiment le sujet de la communication, alors même qu'on ne sait pas. Donc des fois, accepter de communiquer, d'informer, de discuter quand nous-mêmes n'avons pas l'expertise, hein, c'est pas toujours simple. Ça fait écho aussi au sens du management. Et là, on peut vraiment dire aussi ce management expert peut-être versus management leader qui
qui doit accepter aussi de ne pas tout savoir à l'instant T, mais de quand même accepter la discussion. Isabelle, pour Tipiak, est-ce que vous avez des projets est-ce que ça impacte vos politiques RH, là, vos travaux dans les prochains mois? Voilà, Marion tout à l'heure nous parlait un peu de préparer l'avenir, d'avoir des thématiques peut-être de fond qui vont devoir être discutées avec les partenaires sociaux ou avec les managers. Est-ce que vous avez des thèmes, vous, de travail que vous mettez en action? Alors, ça l'a déjà impacté, en fait, puisque, bon, Tipiak Épicerie a quand même majoritairement découvert le télétravail pendant la crise. On avait une personne avant qui en faisait, donc ce n'était pas du tout quelque chose de développé au sein de l'entreprise. Là, il a fallu plonger dedans. Ça a été l'occasion de faire une enquête pendant cette période, de savoir comment les gens appréhendaient le télétravail. Et puis là, au mois de septembre, on a conclu un accord collectif pour le déployer de façon globale aux personnes qui le souhaitaient. Donc, au 1er octobre, l'accord débute au 1er octobre. Et c'est un moyen aussi pour les managers de s'appuyer sur des règles plus claires, puisque entre un télétravail qui s'est déployé dans l'urgence et puis qui était parfois subi pour les salariés, parce qu'il y a des gens qui ne l'ont pas forcément bien vécu, qui n'aimaient pas cette façon de travailler. Et puis là, des salariés qui sont volontaires pour intégrer cette démarche-là, ça a été plus simple de s'appuyer sur un accord pour retrouver une équité aussi dans le traitement des demandes de personnes qui souhaitaient faire du télétravail. Donc ça a été, on va dire, le travail de la rentrée, de mettre en place cet accord-là. Et finalement, on a une dizaine, entre 10 et 15 personnes qui se sont intéressées à se dire, voilà, c'est une façon de travailler qui peut perdurer dans ma semaine. Donc, on est allé jusqu'à 2 jours maxi par semaine, puisque l'idée, c'est quand même de garder le collectif. Donc ça a été, on va dire, l'actualité de la rentrée. Et puis, fin de l'année, notre enjeu, c'est effectivement de retrouver la communication qu'on a tous les ans. Alors, sous des formes, on avait des réunions collectives. Là, c'est juste, la forme est à réinventer pour retrouver comment faire de cette année, qui est tellement particulière, de la vivre ensemble et de se faire une photographie. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment on a vécu les choses? Là, c'est juste la forme à retrouver pour qu'on puisse partager comme on le fait tous les ans en fin d'année. Et puis, donc avec voilà. Donc pour l'instant, pas encore de réponse. Vous cherchez encore la bonne formule. Voilà, on est encore en train de créer la formule qui fera qu'on partage ensemble, mais en respectant toutes les règles sanitaires. Voilà, la forme est à renouveler. Peut-être Monsieur Payen, c'est parce que vous avez, du coup, en termes vous avez déjà fait beaucoup de choses. Est-ce que là, ce contexte particulier qui vous impacte va nécessiter du coup d'étudier des thèmes particuliers? Vous avez peut-être le chômage partiel que vous maîtrisez maintenant, mais en tout cas, est-ce qu'il y a des thématiques que vous allez creuser dans les prochains mois? Oui, on devient les pros du chômage partiel avec l'aide de Yann, là, c'est super. Ouais. Non, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des thématiques, en fait, c'est marrant, parce que tout à l'heure à 11h, on fait une réunion là comme on en fait régulièrement pour faire un point général, où on va se projeter sur l'année qui vient, sur les 12 mois à venir. Moi, je raisonne toujours en plan ABC, c'est l'hypothèse haute, basse et intermédiaire. Et puis après, je mets la probabilité qui me semble la plus forte que l'une des trois l'emporte. Et par rapport à ça, on décline un plan d'action qui, en tout cas pour les 12 mois à venir, intègre notamment effectivement le chômage partiel de longue durée, un accord collectif, qui intègre un roulement des équipes, qui intègre tout un tas de mesures. Mais plutôt que vous déballer tout ça, parce que je dirais que ça c'est propre à chaque entreprise, ce que je voudrais peut-être vous donner, c'est un peu la conclusion de ce que je vais dire tout à l'heure à nos équipes là. Parce qu'en fait, ma conviction profonde, c'est que face à une contrainte, il faut faire un levier de la contrainte, et que la grande contrainte d'aujourd'hui, c'est qu'en fait, on risque d'avoir des gens qui, humainement, en sortent diminués. Donc, il faut redonner aux personnes le sens de ce que c'est qu'un homme, quoi. Voyez. Ce qui fait que cette conclusion, c'est de dire qu'en fait, on va inviter chacun dans l'entreprise, librement, sans qu'on ait besoin de le savoir d'ailleurs, qu'il nous en fasse un retour, à faire un don, de l'argent, des vêtements, des objets, ou à rendre un service autour de lui. Alors, ça peut être pour une association de personnes handicapées, un EHPAD, une banque alimentaire, le voisinage, etc.
Ça peut être aussi, par exemple, un don qui consiste à reprendre contact ou à prendre contact avec une personne avec laquelle la relation est difficile dans son entourage. Ou je sais pas, quelqu'un peut rentrer dans une église, mettre une bougie, vous voyez, enfin, ou accueillir chez soi un SDF pour un goûter, vous voyez, des choses comme ça. En tout cas, un moment de partage, hein, garder cette notion du partage. L'idée, c'est de leur dire que le plus grand risque, c'est le repli sur soi. La crise actuelle est aussi en fait une invitation. Dans cette crise actuelle, il y a une invitation à se questionner sur que puis-je faire à mon niveau pour les autres autour de moi. Vous voyez, la crise est une invitation à penser et à avoir de la compassion pour ceux qui sont dans une situation difficile ou plus difficile que la nôtre. Donc, c'est une invitation quand même à être courageux et à pouvoir agir. Il n'y a pas de fatalité au fait d'être humain ou de ne pas l'être. Voilà, donc en fait, l'idée, c'est de leur dire inviter à s'ouvrir au partage, car c'est nécessaire, surtout en période de crise, et de dire cette conviction qu'on reçoit beaucoup plus qu'on ne pourrait le penser quand on partage. Alors, ensuite, on leur fait un petit topo pour leur dire que dans l'entreprise, on a fait le choix depuis 6 mois de maintenir les salaires à 100% au-delà du chômage partiel. Alors, ce maintien de salaire, il est bien évidemment pas obligatoire. Il évite pour les gens dans l'entreprise une perte de rémunération, mais c'est un coût et c'est un risque pour l'entreprise. Ça entame plus rapidement nos réserves, ça c'est évident. Et je le souligne parce que une tentation pour moi comme dirigeant, ça pourrait être de se replier sur nos sécurités, de ne faire que ce qui est obligatoire vis-à-vis de la loi, et on pourrait se dire qu'en fait, il faut absolument préserver le trésor de guerre pour être le plus fort possible en sortie de crise et ne pas se faire dépasser ou passer devant par nos concurrents. Vous voyez, c'est une tentation qui est extrêmement forte. Mais en fait, pour nous, le maintien de salaire, c'est un engagement fort qui consiste à dire par cet acte, on tient à vous et on ne voudrait pas que vous vous retrouviez en difficulté. Voilà, c'est donc en fait un choix assumé parce qu'on est convaincu que notre première mission dans l'entreprise, c'est de contribuer à ce que chacun puisse être un homme debout. Et un homme debout, c'est un homme qui sait être en lien avec les autres, avec les forts comme avec les faibles, en toutes circonstances, dans les circonstances heureuses comme dans les difficiles. Voilà, c'est un homme, c'est une femme qui est capable de réfléchir, qui reste capable de réfléchir et de se tourner vers l'autre, qui est capable de tendre la main pour créer la relation et qui reste capable de compassion à l'heure où il serait tenté par l'égoïsme. Et donc, en faisant ce choix de maintenir les salaires, on est convaincu qu'un chemin sera possible pour chacun dans l'entreprise et pour toute l'entreprise, et que des opportunités s'ouvriront et qu'on saura les saisir et les faire grandir parce qu'on sera davantage en mode écoute et que ça sera pour le bénéfice de chacun et de toute l'entreprise. En résumé, on est tous capables de faire le bien, y compris aujourd'hui. Ben, un grand merci pour ces témoignages, un grand merci à vous deux. Et puis, voilà, c'était important de remettre effectivement l'humain au cœur de l'action, parce que la crise, effectivement, malgré tout, on est des hommes et on a à affronter le meilleur de nous-mêmes et en même temps prendre en main cette partie, accepter nos faiblesses parfois et après les transcender. Donc, c'est vrai que ce rôle du manager, du dirigeant visionnaire donne du sens. Donc, merci à tous. Je pense qu'on va, au niveau timing, je ne sais pas où on en est. Yann, est-ce que tu veux que je… On est à peu près bien. Toutefois, si ça te dérange pas, je souhaiterais, avant d'aborder la dernière partie, effectivement, sur le volet formation, revenir sur 2 ou 3 éléments, et notamment suite aux questions qu'on a pu recevoir sur WhatsApp. Alors, c'est tant aux intervenants, je dirais, expérience qu'à Marion Cornu. Comment est-ce que vous arrivez, dans le cadre effectivement du télétravail, à mettre en place des moments conviviaux, même à distance? Est-ce que vous avez réfléchi à ça, à cette question-là, au sein notamment de votre accord, Madame Gobain? Alors, je dirais que les moments conviviaux, ça a été plutôt pendant le confinement, puisque les gens étaient toute la semaine en télétravail. Donc, c'est sûr qu'il y a certains managers qui ont été très créatifs. Il y a eu les goûters 2.0 où effectivement, il y avait les enfants derrière la caméra. Donc, ça a été plutôt pendant la période où le télétravail était à temps plein. Aujourd'hui, l'idée, c'est pas que les salariés soient en télétravail à temps plein. Donc, les moments conviviaux, ils se retrouveront dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas quelque chose qui a été abordé dans le cadre de l'accord. Ok, d'accord. Toujours sur la question du télétravail, là, plus à Marion, vous parliez tout à l'heure de l'indemnisation, notamment des salariés dans le cadre du télétravail. Or, la loi ne l'oblige pas, cette indemnisation.
Alors, c'est vrai que la mention a disparu dans les dispositions, mais pour autant, c'est clairement maintenu. Enfin, aucun doute sur le fait qu'il faut prendre en charge des frais fixes et variables. Donc, c'est juste que la mention a disparu dans le texte. Et pour autant, et la jurisprudence là-dessus, elle est constante. Il y a quand même une prise en considération des frais, type, une fois encore, le loyer, éventuellement, enfin, tout ce qui va être lié au logement. Ensuite, les frais d'impression, d'encre, d'abonnement Internet, etc. Donc, vous avez des frais fixes, des frais variables qui vont pouvoir faire l'objet d'un remboursement. Et après, il y a l'obligation d'indemniser, alors ça peut être par une allocation forfaitaire, d'ailleurs, c'est plutôt ce qui est recommandé, même par l'URSSAF, pour pouvoir rentrer dans les cases, on va dire, et être bien dans les clous. Mais vous avez des indications aujourd'hui sur qu'est-ce qui pourrait constituer une allocation forfaitaire pour couvrir tout ça, en fait, tous les trucs qui peuvent être salariés. Mais il faut que ça intègre, et il faut le faire de manière explicite, l'indemnité d'occupation, parce que c'est pas intégré de manière automatique. Et donc, en fonction de votre logement, du loyer, du prix du loyer et de la surface occupée pour pouvoir travailler, il y a une indemnisation qui est à prévoir. Donc, je sais, moi, j'ai une cliente, par exemple, qui a fait le choix de ne pas prévoir dans son accord, qui a été conclu tout récemment, accord télétravail, qui a fait le choix de ne pas prévoir d'indemnisation. Mais pour moi, c'est quand même c'est se mettre quand même à risque, parce qu'il pourrait y avoir un jour des revendications, clairement, parce qu'il y a quand même des charges, des frais. Alors, c'est pas forcément très important, mais il y a quand même des frais qui sont exposés du fait du travail à domicile. Ok, merci beaucoup. Dernière question, et après on reprendra effectivement le fil de la réunion. Ça concerne la PLD. Effectivement, dans le cadre de la PLD, il y a une obligation de maintien de l'emploi. Et j'ai une question effectivement qui est tombée, à savoir effectivement si une entreprise signe un accord pour une durée de 6 mois, est-ce que l'engagement de maintien dans l'emploi portera également sur ces 6 mois ou alors sur un délai plus long du type 24 mois comme le prévoit la possibilité de la durée de l'accord? Alors oui, c'est vrai que c'est une bonne question. C'est vrai qu'il faut en fait bien distinguer, je pense, la durée de l'accord qui est conclu, l'accord collectif qui est conclu, avec la durée qui concerne l'obligation de maintien dans l'emploi, enfin l'engagement de maintien dans l'emploi. Je pense que dans l'idée, on peut distinguer les deux. Après, à mon sens, c'est quand même, ce sera impossible de signer un accord en faisant une obligation de maintien dans l'emploi, un engagement de maintien dans l'emploi qui va être d'une durée inférieure. C'est sûr que dans les faits, concrètement, on va sûrement caler, ça va être un minimum, mais vous pourriez aussi conclure un accord collectif d'APLD avec une obligation, un engagement de maintien dans l'emploi sur une durée beaucoup plus longue, en fait. Et les 24 mois, pour le coup, à mon sens, sont pas forcément un critère. C'est-à-dire que tout dépend du diagnostic que vous avez fait au début. Vous avez l'obligation pour conclure un accord APLD de faire un diagnostic économique avec vos partenaires sociaux. Et donc ça suppose quand même d'avoir une projection de l'activité de l'entreprise sur une échéance. Et donc, en fonction de cette projection et de ce diagnostic, vous allez fixer votre engagement de maintien dans l'emploi. Et en fait, oui, il peut être de 6 mois si votre accord est de 6 mois, mais il pourrait être aussi de 18 mois ou de 24 mois. Enfin, en fait, c'est aussi en fonction du diagnostic que vous aurez fait. Et je pense que et d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu qu'il y a eu un accord de branche au niveau de la métallurgie qui a été adopté toute fin juillet, au tout démarrage du dispositif, et qui dit bien d'ailleurs que dans la décision unilatérale qui va être prise, parce que là, quand on a un accord de branche, on peut derrière prendre uniquement une décision unilatérale, il faut que la durée de l'engagement de maintien dans l'emploi soit à minima égale à la durée d'application du dispositif d'APLD. Donc, je pense que c'est quand même un bon indicateur. Mais il faut bien distinguer quand même dans son esprit, je pense que c'est important de bien faire le distinguo entre la durée d'application de l'APLD et l'engagement de maintien dans l'emploi. Okay. Merci beaucoup. Merci. Alors, je ne sais pas, Yann, si les participants peuvent peut-être utiliser le groupe WhatsApp aussi pour donner des bonnes pratiques. S'il y a d'autres expériences sur la réponse à la question des moments conviviaux dans le télétravail, peut-être que ça peut être aussi l'occasion de continuer à chatter un peu sur ces bonnes pratiques. Bien sûr. Merci beaucoup à tous. Et du coup, je vais introduire notre troisième partie qui va avec Claude Feldel, qui est dirigeant de Formacom. Formacom étant
voilà, Claude va présenter Formacom, mais c'est une entreprise de formation, hein, voilà, qui propose des formations. Et le thème va donc être là aussi de comment on développe nos compétences dans cette période. C'est peut-être d'autant plus important. Il y a eu là aussi, comme avec Marion, deux aspects. L'aspect peut-être de l'opportunité de faire la contrepartie du chômage partiel en se formant, en utilisant ce temps pour se former, pour développer ses compétences de nos collaborateurs, de nos managers, mais peut-être aussi de préparer l'avenir, préparer et continuer à se préparer aux évolutions et à maintenir notre employabilité. Donc là aussi, il y a peut-être deux aspects que Claude nous présentera et je vais lui laisser la parole. Merci Claude. Merci Anne-Marie. Oui, donc je vous présente rapidement peut-être Formacom. Donc, alors, Formacom, je le présente avec une méthode que certains connaissent, le why, how, what, en français, pourquoi, comment, quoi. C'est-à-dire, en fait, d'abord notre raison d'être, parce que je crois que c'est important de parler de raison d'être dans les entreprises aujourd'hui. Donc, notre raison d'être, c'est d'aider véritablement les entreprises et les personnes à développer le meilleur de leur richesse humaine. Donc, ça décrit un petit peu l'ensemble de nos prestations, puisque notre comment, en fait, nos modes d'intervention, donc, comme l'a dit Anne-Marie, c'est la formation, mais c'est aussi le conseil, et ce sont également les bilans de compétences. Et puis, donc, nos domaines d'expertise, eh bien, ça tourne autour essentiellement du droit du travail, du dialogue social, du management, de la communication, de la qualité de vie au travail, dont parlait Marion tout à l'heure, de tout ce qui tourne autour des développements des ressources humaines, donc du management des compétences, et puis donc les bilans de compétences dont je parlais tout à l'heure. Alors, comment Formacom a vécu la crise? Formacom est une entreprise comme une autre, hein, une petite entreprise, il y a 6 salariés et on travaille avec environ 25 consultants indépendants. Eh bien d'abord le 16 mars, tout le monde s'est mis en télétravail, hein, tout simplement, comme beaucoup d'entreprises, on s'est tous mis en télétravail assez brusquement. Et puis très rapidement aussi, on s'est retourné, l'entreprise s'est retournée, on a mis en place des formations à distance. Alors effectivement, on avait travaillé la question depuis plus d'1 an auparavant sur la digitalisation de nos formations. Et on y allait doucement, et puis là, d'un seul coup, il y a eu un très gros coup d'accélérateur sur cette digitalisation, sur ces formations à distance. Donc, pendant le confinement, eh bien, 100% de nos formations se sont faites à distance. Et aujourd'hui, maintenant, avec le déconfinement, c'est environ un tiers, 2 tiers, 1 tiers à distance et 2 tiers en présentiel qui se font maintenant, avec une capacité maintenant de repasser à 100% en distanciel s'il le faut. Et on a profité également de la crise, de ce confinement, donc de cette activité, pour revoir tous nos process, passer aussi l'audit de certification Calliope. Alors, Calliope, c'est la certification qui va être obligatoire pour tous les organismes de formation à partir du 1er janvier 2022. Donc, on a pris un petit peu d'avance, puisque le 24 juin, ça y est, on était certifié. Et voilà, donc je tire le chapeau à toute l'équipe de Formacom parce qu'on s'y est tous mis dessus. Ça a permis de mobiliser les équipes sur un beau projet. Et on était assez fiers de pouvoir dire que voilà, on a passé l'audit sans aucune non-conformité, même pas de non-conformité mineure. Voilà, donc, je tiens à le dire. Donc, pourquoi l'importance de la formation aujourd'hui dans la gestion de l'après-déconfinement? Gestion de crise, hein, parce que c'est, comme on a dit tout à l'heure, confinement, déconfinement, on est toujours en crise aujourd'hui. Donc, pourquoi est-ce qu'il est encore plus essentiel aujourd'hui de développer la formation? Alors, pour plusieurs raisons. Alors, la première que je souligne, c'est pour adapter en fait une façon de travailler, une façon de manager l'environnement qui est, comme on l'a dit, en pleine mutation. Donc, par exemple, le 16 mars dernier, tout le monde s'est mis au télétravail, presque tout le monde, enfin beaucoup de gens en tout cas. Donc, ça a beaucoup bouleversé les modes de travail. Alors, certains, comme on l'a dit, ont apprécié le télétravail, ils étaient tranquilles chez eux. D'autres ont vécu ça très mal. Et en tout cas, je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à cette vision qu'on a eue du télétravail, parce que c'est pas ça véritablement le télétravail, c'est quelque chose qui doit se faire de façon ordonnée et planifiée,
avec des accords, on en a beaucoup parlé. Ça demande une préparation, un dialogue avec les acteurs sociaux, les collaborateurs, les partenaires sociaux. Et donc, aujourd'hui, bah, c'est l'occasion peut-être de préparer ce télétravail, de se former là-dessus. On peut se former sur la façon de mettre en place un télétravail, la façon de mettre un accord. Et puis, parce que de toute façon, voilà, le télétravail s'est amené à se développer, quoi qu'il arrive. Confinement ou pas confinement, je pense que maintenant, c'est rentré dans les mœurs. Beaucoup de gens ont apprécié quand même, malgré tout, ce mode de travail. Donc, comme disait Isabelle, il faut pas en faire du 100% en télétravail, hein, c'est un peu compliqué. Mais 1 ou 2 jours par semaine, c'est très bien. Ça permet voilà, de libérer un peu aussi la tension, de diminuer les temps de déplacement, etc. Alors, de la même façon, le 16 mars, il y a eu aussi beaucoup de managers qui ont été déboussolés parce qu'ils se sont retrouvés à manager leurs équipes à distance et c'était pas du tout évident, hein, surtout pour ceux qui étaient habitués à un mode de management basé sur le contrôle, hein, moi, j'étais à l'heure, je sais que ce que tu fais, tu arrives à l'heure, tu repars à l'heure. Donc là, il fallait, voilà, les managers ont dû apprendre le lâcher prise. Donc là aussi, je pense qu'il faut certainement recycler ses compétences en management, puisque on en a parlé, il faut faire confiance à ses collaborateurs. Et ça s'apprend aussi, ça s'apprend ce lâcher prise, ce management qu'on a dit participatif. Et puis aussi, c'est une façon de passer, on a dit aussi, de manager à position de leader, c'est-à-dire celui qu'on va suivre. Non pas parce qu'il donne des ordres très précis, mais parce qu'on a envie de le suivre, parce qu'il y a une raison d'être aussi dans l'entreprise. Voilà, donc un manager qui était peu compétent auparavant, éventuellement, il pouvait cacher ses lacunes, mais aujourd'hui, non, ça se voit à distance, ça se voit beaucoup plus en réalité. Alors, autre chose qu'on peut noter aussi dans cette période, c'est la demande de plus en plus forte de sens donné au travail. Surtout de la part des jeunes générations. Et je pense que beaucoup d'entreprises gagneraient à travailler là-dessus. Vous voyez, tout à l'heure, j'ai commencé à présenter Formacom pour parler de la raison d'être. Sébastien, tout à l'heure, nous a beaucoup montré aussi qu'il voulait donner du sens à ses équipes. Hein, c'était très important pour lui. Et je pense que là aussi, il y a des formations ou des accompagnements aussi qui existent pour vous aider à mettre en place cette raison d'être. Et comment dire, cette responsabilité sociale et environnementale, par exemple la RSE. Donc le sens que les collaborateurs pourront trouver à leur travail, il y a des accompagnements qui existent pour vous aider à le mettre en place. Alors, je parle de formation et d'accompagnement. Pour moi, c'est la même chose. Hein, ça fait partie d'un tout. Quelquefois, on ne fait pas trop la différence, pas trop de frontières entre les deux. Alors, deuxième raison, c'est pour apprendre aussi à prévenir, à gérer les risques psychosociaux. Je crois que tout le monde est assez conscient qu'après le choc sanitaire, il va y avoir un choc économique assez violent. Il y a aussi un choc, je dirais, psychique, enfin, en tout cas un risque psychosocial important. On peut noter qu'il y a beaucoup de thérapeutes qui ont constaté une recrudescence des consultations depuis le confinement. Et je crois que ça a été dit tout à l'heure, le retour au travail n'est pas forcément plus simple à gérer que le confinement. C'est même quelquefois plus compliqué. Il peut y avoir eu des peurs, des tensions qui se sont exacerbées en fait pendant cette période. Et le plus dangereux, c'est que quelquefois, ça ne se voit pas en fait. Ça peut rester invisible, un peu caché, et puis ça peut exploser un jour. Donc, je crois que c'est très important de travailler en préventif là-dessus, non seulement d'être formé, par exemple, sur le document unique sur les risques psychosociaux, mais aussi se former d'une façon générale sur la gestion de ces risques psychosociaux et d'être accompagné également, accompagné pour ressouder les équipes. Alors, j'en reparle aussi ici, c'est que voilà, il faut aussi que le collectif, il a besoin d'être recousu. Donc, il faut améliorer le dialogue social, reconstruire le collectif. Ça, on en a beaucoup parlé également. Marion en a parlé tout à l'heure.
Voilà, moi, je pense à des formations aussi qui sont importantes et qui commencent seulement à se mettre en place. C'est un nouveau dispositif qui sont les formations communes au dialogue social. Là, c'est une nouvelle modalité de formation assez innovatrice puisque ça réunit autour d'une même table des dirigeants et des partenaires sociaux qui vont apprendre à parler ensemble, à dialoguer. Donc voilà, ça c'est un type de formation qui peut se mettre en place pour aider justement à mettre en place tous les accords dont on a parlé sur voilà, les accords de performance collective, les accords sur les ruptures conventionnelles collectives, les accords sur comment dire, l'activité partielle de longue durée, etc. Donc tous ces accords-là aussi, voilà, il peut y avoir des accompagnements ou des formations là-dessus pour savoir signer ces accords ou savoir les négocier. Et pour reconstruire le collectif, je pense aussi à des accompagnements qui sont possibles. Il y a des accompagnements, par exemple chez Formacom, on organise des séminaires de réengagement. C'est une forme à la fois conviviale et en même temps qui permet de travailler le fond du collectif, ressouder un peu, recoudre le tissu qui a quelquefois été cassé pendant cette période un peu difficile. Voilà, ici, il s'agit en fait de reposer des bases, de dire ben voilà, quel est l'équilibre entre l'engagement des collaborateurs, la performance de l'entreprise, les conditions de travail, tout ça est à ressouder, à reposer ensemble autour d'un séminaire. Alors, c'est plus que du team building, hein, c'est vraiment le collectif à ressouder. Et puis, alors, dernière raison, c'est aussi pour augmenter l'employabilité des salariés dans un contexte qui malheureusement va être un contexte de réduction des effectifs dans beaucoup d'entreprises. Et donc, je rappelle que effectivement, l'employeur a un devoir de maintenir l'employabilité de ses salariés. Il en était question surtout dans la loi de 2014, la précédente réforme de la formation, loi qui imposait à tous les employeurs de proposer au moins une formation tous les 6 ans. Ce n'était pas énorme pourtant, mais on s'aperçoit que finalement, il y a encore des entreprises qui traînent un petit peu là-dessus. Et puis, il est temps de s'y mettre, puisque 2014 plus 6, si je calcule bien, ça fait 2020. Donc, à la fin de l'année, on va compter un peu les choses. Et donc, normalement, il peut y avoir, voilà, il y a un risque de sanction pour des employeurs qui n'auraient pas formé ou qui n'auraient pas proposé de formation, en tout cas, à un salarié pendant cette période de 6 ans. Et donc, les sanctions, ça peut être l'abondement du compte CPF du salarié. Alors, est-ce qu'il faut rappeler également, en matière d'employabilité, l'importance de la gestion des emplois et des parcours professionnels? Alors, pour ceux qui ne seraient pas encore familiers de la notion, donc voilà, c'est une méthode qui permet d'adapter les emplois, les effectifs, les compétences à tout ce qui est exigence issue de la stratégie de l'entreprise et puis la modification de l'environnement. Alors là aussi, je pense que les services RH ont tout intérêt à se former, et pas que les services RH, peut-être aussi les partenaires sociaux, qui peuvent se former à cette méthode pour se préparer, pour s'outiller, pour gérer les turbulences qui vont venir. Sur ce sujet, d'ailleurs, Anne-Marie, qui collabore de temps en temps avec Formacom, elle fait partie de notre communauté de consultants, est intervenue récemment. Je ne sais pas si elle va en dire 2 mots, mais elle est intervenue tout récemment dans une grande entreprise là-dessus, sur la GEP. Oui, bon, je vais pas dire trop de mots, mais c'était juste pour réinsister sur cette utilité en fait du dialogue et de la préparation des équipes. Donc voilà, c'est souvent des sujets, la GEP, les accords collectifs, des sujets de négociation. Et pour que ça se passe bien avec les partenaires sociaux, ce que j'ai mis en place avec une entreprise, c'était d'associer les partenaires sociaux très tôt à la démarche. Donc ça, c'était assez intéressant et je pense que c'est une bonne pratique pour donner la confiance d'associer les personnes tôt et de leur proposer des petits ateliers de travail sur qu'est-ce que c'est qu'une démarche, comment ça peut se passer, c'est quoi les enjeux pour l'entreprise, partager sur ces thèmes-là, quels sont les outils qui pourraient être adaptés pour notre entreprise et de les faire travailler au préalable avant le démarrage de leur commission préparatoire de négociation.
ça permet aux acteurs de se mettre en confiance. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être des fois négociées dans des accords aussi de méthode, hein, sur la manière dont on va y aller, et donc de peut-être former les acteurs, parce qu'on voit bien que des acteurs formés, des acteurs au niveau, que ce soit sur la GEP ou sur d'autres sujets, que ce soit les équipes RH, les partenaires sociaux, les managers, ça aide à la qualité du dialogue et ça aide effectivement à pouvoir peut-être se comprendre les enjeux et s'amener à signer l'accord qui sera nécessaire pour l'avenir et la pérennité de l'entreprise. Voilà, donc c'était juste ce petit témoignage que je pouvais vous apporter. Merci Anne-Marie. Donc voilà, je vous ai donné quelques motifs en fait, à mon avis, qui peuvent vous pousser à former aujourd'hui parce que c'est important de former. Et aussi, je voudrais vous dire comment maintenant, comment est-ce qu'on peut se former, parce que il y a plein de façons de se former. Donc sur le comment, donc je sais pas si on peut passer à la slide suivante. Yann. Voilà. Et donc voilà. Alors, première chose, c'est que maintenant les formations, c'est une bonne nouvelle du confinement, c'est que les formations peuvent se faire maintenant aussi bien en présentiel qu'en distanciel, ce qui a beaucoup servi donc pendant la période de confinement, mais qui sert encore aujourd'hui à cause des problèmes de distanciation physique. Et donc, ce qui était une contrainte est devenu finalement une chose très intéressante, puisque au départ, les premiers participants à nos formations à distance étaient un peu appréhendaient en fait le passage au distanciel. Et finalement, on a eu des retours assez positifs des personnes qui ont dit bah, finalement, oui, il y a d'un temps, oui, ça se passe bien. Alors effectivement, c'est moins facile à la limite pour le formateur, mais tout compte fait, ça enrichit beaucoup la formation en diversifiant toutes les modalités. On alterne tout ce qui est module en autonomie et puis les classes en visio. Et ce fait d'alterner finalement les deux modes, ça favorise finalement l'assimilation progressive des notions, puisqu'au lieu de faire des journées complètes de 7 heures en présentiel, on fait des petits modules de 2 heures, puis après des modules en autonomie voilà, quand la personne le souhaite. Voilà, ça favorise finalement l'assimilation progressive des notions, l'expérimentation et puis la mise en place de nouvelles pratiques au fur et à mesure. Et finalement, on gagne même en interactivité. On a une variété de modules qui est proposée, donc ça peut être, quand on est en module autonome, on a soit du texte, de la vidéo, ça peut être de l'audio, des quiz, des feedbacks, des jeux, des sondages, etc. On a toutes sortes d'applications du type Geniali, Padlet, etc. En tout cas, tous les moyens sont utilisés pour que le stagiaire soit toujours engagé, mobilisé. Et finalement, on s'aperçoit qu'on a plutôt gagné avec cette histoire de formation à distance plutôt que perdu. Alors, sur le comment, je parle aussi de la partie financement. Alors, c'est quelque chose qu'on ne sait peut-être pas encore, qu'on ne sait pas assez en tout cas, c'est que les OPCO, elles ne financent pas que de la formation. Ils financent aussi des accompagnements. On a parlé tout à l'heure des accompagnements financés par la directe, mais il y a toutes sortes d'accompagnements qui sont financés directement aussi par les OPCO pour structurer la fonction RH, pour améliorer le fonctionnement. Donc, ce sont des accompagnements qui, en général, sont faits sur mesure en fonction des besoins spécifiques de l'entreprise. Ça peut être la mise en place des fiches de poste, la mise en place des entretiens RH, la mise en place de la GPEC, la construction du plan de développement des compétences, que sais-je. Et puis, effectivement, il y a eu aussi, depuis la crise de Covid, l'État, via la directe, qui a mis en place des financements spécifiques pour accompagner la reprise des entreprises. Donc, il y a un dispositif qui s'appelle le PCRH, les prestations de conseil RH. Et il y a également des accompagnements de type presque, voilà, accompagnement psychologique qui peuvent aider vos collaborateurs à reprendre le travail. Et ça peut être pris en charge par la directe. Et tout ça, ça passe par les OPCO, parce que finalement, malgré la réforme, je dirais, malgré la réforme, les OPCO finalement restent les principes du financement de la formation. Donc, vous voyez ici là, les 11 OPCO qui sont issus de la grande réforme, au lieu des 22 OPCA qu'on avait auparavant, plus que 11 OPCO.
Effectivement, leur rôle a beaucoup changé au niveau du financement de la formation, mais ils restent quand même les principaux vecteurs, notamment pour les entreprises de moins de 50 salariés, les petites entreprises, dont le plan de formation est toujours financé par les OPCO. Mais il y a également pour toutes les entreprises ce qu'on appelle les actions collectives. Alors, actions collectives, c'est-à-dire les catalogues de formation qui sont mis à disposition gratuitement, ou presque gratuitement, ça dépend des cas, des adhérents. Donc, des formations qui sont dans un catalogue avec des organismes référencés. Ça peut être aussi des prestations, dont je parlais, des prestations d'appui conseil RH, qui sont aussi financées par les OPCO. Et puis, donc, les OPCO, elles interviennent en relais des financements publics la plupart du temps, les relais de la directe dont je parlais, relais aussi pour des mécanismes FNE formation que certains peut-être ignorent. C'est ce mécanisme qui permet à toutes les entreprises qui sont en activité partielle de bénéficier de financement à 100% de leur formation. Donc c'est un mécanisme qui a servi pendant le confinement, qui sert encore puisqu'il y a encore des entreprises effectivement qui sont en chômage partiel. Et donc, qui peut éventuellement aider à faire de la formation. Là, c'est complètement gratuit, c'est pris sur aucun budget de votre propos. C'est le FNE Formation. Voilà, donc j'ai fini pour cette partie. Je vous remercie. Et puis, s'il y a peut-être des questions, je ne sais pas si elles seront remontées par Yann ou par le groupe WhatsApp. Déjà, en tout cas, merci Claude. Et moi, voilà, j'ai retenu le fait qu'on avait des moyens en fait, d'être aidés pendant cette période, soit par les financements divers et variés, les OPCO qui s'y sont mis, les conventions FNE, et du coup d'avoir créé peut-être de l'opportunité pour nos collaborateurs qui vivaient des activités de chômage partiel, un moment aussi pour eux et pour l'entreprise de se reformer sur différents thèmes, que ce soit les thèmes que tu as évoqués et d'autres thèmes parfois de compétences métiers qui pouvaient du coup être l'opportunité de garder du sens à son travail, puisque ça pouvait être compliqué pour des collaborateurs du jour au lendemain de plus avoir d'activité. Donc du coup, au moins de garder ce pied et de savoir qu'ils œuvrent pour l'avenir. Voilà, donc merci beaucoup. Et puis je retiens aussi ces idées de formation, en tout cas d'accompagnement qui permettent aussi aux collaborateurs et aux managers de parler, de développer le dialogue, la communication et la confiance sur qu'est-ce qui s'est passé dans la période, comment nous nous remettons ensemble à remettre du lien, puisque je pense qu'en termes de RPS, il n'y aurait rien de pire que de ne pas de nier en fait ce qui s'est passé ces derniers temps et la difficulté dans laquelle nous sommes ou les opportunités que cela a pu créer. Donc finalement de se réengager dans une communication et un dialogue. Donc ça, c'est des choses qui peuvent être à la main de chacun. C'est des bonnes idées. Oui, donc Yann, est-ce que peut-être tu peux nous dire s'il y a des questions maintenant ou des partages? Alors, effectivement, sur la question de la formation professionnelle, alors, pour l'instant, je n'en ai pas eu. Sur les partages au niveau notamment du télétravail, effectivement, oui. Hein, tu demandais effectivement aux entreprises de réagir sur la question effectivement de leur pratique. Alors, notamment une entreprise qui réagit effectivement en précisant, je dirais qu'elle a mis en place un chat dédié en fait pour les salariés en télétravail pour qu'elles puissent échanger en dehors, je dirais, de l'aspect purement professionnel pendant les périodes effectivement de télétravail avec des smileys, des gifs ou des choses un peu extra professionnelles effectivement pour pouvoir garder ce lien. Moi, j'avais une question sur le volet formation. Monsieur Fedel, est-ce que vous avez constaté une évolution finalement des demandes de vos clients, de vos entreprises clients sur les besoins en formation notamment depuis la rentrée? Alors, je sais que c'est court, mais tant en termes de thèmes qu'en termes de pratiques. Bah, écoutez, pour l'instant, les demandes portent essentiellement effectivement sur les demandes de management, sur les demandes de management, puisque c'est là-dessus que ça peut éventuellement blesser, je dirais. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que les managers ont été un peu déboussolés par la crise. Donc, effectivement, on a des demandes là-dessus. On a des demandes aussi de fonds aussi sur la gestion des ressources humaines. Voilà, comment est-ce qu'on gère les ressources humaines? Comment est-ce qu'on utilise aussi le droit social comme outil de développement des ressources humaines? Et puis, on a des demandes aussi plus classiques, je dirais, là,
se trouve qu'on est aussi, on a l'agrément sur les formations des représentants des personnels, donc on a beaucoup de demandes là-dessus. Les formations des membres du CSE. Voilà les demandes qu'on a. Et puis, on a aussi une recrudescence depuis la rentrée des demandes en bilan de compétences. Donc, ça s'explique sans doute aussi par les risques de plans sociaux qui se profilent. Alors, les plans sociaux ou une volonté pour les salariés aussi de changer. On a beaucoup dit effectivement que beaucoup de salariés avaient profité finalement de ce confinement pour s'interroger finalement sur leurs compétences, sur leur poste, sur leur métier et éventuellement effectivement faire un travail de transformation d'eux-mêmes finalement ou de leurs compétences aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah bah, tout à fait, oui, c'est pas que défensif un bilan de compétences. Ça peut être aussi une façon aussi de se reposer aussi la sens de son travail. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que des personnes se sont retrouvées en disant mais finalement qu'est-ce que je fais là, quoi. Finalement est-ce que je suis à ma place? Et finalement, le bilan de compétences est une occasion aussi de se reposer les bonnes questions. Je rejoins, j'ai eu beaucoup de témoignages autour de la valeur ajoutée que nous avions. Qu'est-ce qu'on apporte à l'entreprise? À partir du moment où, parfois, en très peu de minutes, on peut basculer sur du chômage partiel et qu'on était occupé, débordé, opérationnel à 120%, voilà, ça papillonnait de partout et tout d'un coup, on se retrouve avec 30% d'activité. Ça crée immédiatement des électrochocs un peu sur, du coup, quel est mon apport, quel est mon sens, quelle est ma contribution. Donc, je rebondis un peu sur ce que M. Payen parlait et pourquoi il insistait tant sur ce besoin que l'humain a d'être utile, à quoi il contribue. Donc, la formation peut être un moyen, du coup, de continuer à se former. Le bilan de compétences, et les gens ont pu se poser des questions sur comment ils ont envie, quel sens ils ont envie de donner à leur travail dans les mois et les années à venir, et peut-être aussi leur implication dans des choses plus essentielles, le rapport à la famille, le rapport à des associations, etc. Donc tout ça bien porté et on fait le lien avec les qualités émotionnelles, les qualités d'empathie que nous devons avoir, nous, dirigeants RH, qui accompagnons des collaborateurs, mais les collaborateurs eux-mêmes. Voilà, ça fait aussi partie de cette crise. Elle a peut-être révélé ce qu'on savait déjà. Ça faisait déjà pas mal de mois et d'années que nous parlions des compétences, voilà, de donner du sens, de vision des managers, de soft skills dont on parlait. Mais peut-être que là, c'est encore plus révélateur du fait que le lien, la relation, les impacts émotionnels sont à prendre en compte indépendamment de tous nos enjeux d'activité, de business, de clarification, de vivre dans l'incertitude et la complexité. Être à l'aise dans la complexité et l'incertitude, c'est pas simple. Voilà, écoutez, Yann, est-ce que… Alors, je vais reprendre la main pour le coup, et notamment toujours pour Monsieur Fieffel. Effectivement, le MEDEF a appelé à 20 propositions pour compléter le volet compétences au sein des différentes mesures qui ont pu être mis en place dernièrement. Vous les retrouvez, alors en résumé sur cette slide, un gros volet financement de la formation professionnelle, effectivement, et un reciblage, une réorientation finalement des fonds de formation, plus en lien avec la politique de formation et la stratégie de l'entreprise. Et Monsieur Rondeau lui-même. Alors, voilà. Donc, j'aurais voulu effectivement savoir et poser la question à Monsieur Fieffel. Effectivement, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer finalement ce volet compétences au sein de l'entreprise, au-delà des propositions qu'a pu faire effectivement le MEDEF au ministère du Travail? Voilà. Moi, je pense alors je ne sais pas si c'est en partie, oui, effectivement, il y a une proposition qui a été faite par la Fédération de la formation, qui est de rediriger aussi le FNE formation, non seulement pour les entreprises qui sont en activité partielle, mais également pour toutes les entreprises qui sont un petit peu dans le trou noir de la réforme, c'est-à-dire celles qui sont entre 50 et 250 salariés et qui n'ont pas droit au financement des OPCO et qui se retrouvent un petit peu, qui se sont retrouvés du jour au lendemain depuis la réforme sans beaucoup de financement finalement et sont retrouvés un petit peu au milieu du gué. Et donc, utiliser cet outil du FNE formation peut-être pour ces PME, enfin ces moyennes entreprises qui sont entre 50 et 250 salariés. Ça me paraîtrait effectivement être la mesure vraiment intéressante à porter.
n'entend pas. Merci. Pour les autres entreprises, effectivement, n'hésitez pas à réagir aussi à cette question-là. On est là aussi pour pousser effectivement des directives au niveau national, hein, toujours dans un esprit effectivement de lobbying. Je te laisse la main, Anne-Marie, pour la conclusion. Bah, écoutez, merci. Surtout, je voulais surtout remercier nos intervenants. C'était très riche. En tout cas, on a balayé un grand scope sur les problématiques auxquelles nous sommes confrontés, dirigeants RH, accompagnement de nos équipes et de nos organisations, les problématiques juridiques avec Marion qui nous a montré et permis de prendre de la hauteur sur un peu tous les dispositifs que nous manipulons pour certains, d'autres auxquels on commence à réfléchir. Mais en tout cas, il faut continuer. Ce partage d'expériences d'Isabelle Gobin et de Monsieur Payen qui était intéressant et sur lesquels je pense que vous, qui êtes derrière l'écran, peuvent aussi continuer à réagir. Et le volet formation qui me semble, avec Claude, qui était intéressant sur l'employabilité. Donc moi, je retiens des maîtres mots de cette période, c'est que nous ne sommes pas, la crise n'est pas derrière nous. En fait, on avait beaucoup parlé de post-confinement, mais en fait, voilà, il y a encore des incertitudes qui planent et la crise est là, la crise sanitaire inédite, elle est là, et on est du coup dans notre capacité à accepter l'insécurité, l'incertitude, accepter de manager dans une certaine complexité où on n'a pas toujours les réponses à tout et où il faut quand même et gérer le quotidien et donner le cap. Donc c'est d'autant plus important sur le rôle des leaders. Voilà, donc du coup, pensez à vous protéger vous aussi, managers, dirigeants, RH, parce que vous êtes très impliqués depuis plusieurs mois, donc il faut tenir la distance. Donc pensez aussi peut-être à vous, à votre à du temps pour vous. Et puis on va continuer avec les clubs sur le mois d'octobre, novembre peut-être, novembre ou décembre, sur un club plus orienté sanitaire. Voilà, sachant que de toute crise, on peut créer du mouvement, de l'agilité pour essayer d'accompagner les organisations et les faire bouger petit à petit. C'est ça qu'on va attendre de nous, les faire bouger au fur et à mesure. Merci en tout cas à tous. Donc, le prochain club, c'est le 26 novembre. Yann a mis la date. 8h30, 12h30. Peut-être qu'on sera encore en visio. C'est pas tout de suite qu'on pourra se retoucher, mais bon, voilà. Merci à vous. Voilà, moi, ça me manque un peu. Peut-être que pour d'autres aussi. Merci en tout cas à tous. Et n'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions et si vous avez des thèmes qui vous intéressent plus que d'autres, parce qu'on essaie de faire quelque chose avec Yann qui est très en lien avec vos besoins. Donc, n'hésitez pas à nous faire un retour sur comment vous avez, qu'est-ce qui vous a intéressé aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez trouver la prochaine fois, et à participer aussi. On cherche toujours des intervenants et des témoignages. Donc, merci de nous dire si vous avez envie de participer avec nous à ces clubs. Merci beaucoup en tout cas à nos intervenants du jour. Merci à tous. Je vais vous souhaiter une belle journée. Merci. Au revoir. Bonne journée. Merci, Au revoir. au revoir.